Pour moi, le syndrome de surentraînement, c'est plus un syndrome de sous-récupération. Parce qu'en soi, si tu récupères assez, que tu t'alimentes assez et que tu t'adaptes correctement, bah, t'entraîner beaucoup, c'est pas un problème. Plus tu vas t'entraîner, de toute façon, plus ça va être important et plus ça va être un facteur de performance important. Certaines personnes voient les substrats comme un interrupteur on-off. Genre, je vais faire un effort à basse intensité, je vais couper l'interrupteur des glucides, je vais allumer l'interrupteur des lipides, pardon. Et puis dès que je vais faire un effort à haute intensité, je coupe les lipides et j'allume les glucides. Ça se passe pas du tout comme ça dans la pratique. Je me suis rendu compte que plus j'avais d'abonnés, plus j'avais de visibilité et plus ça, j'y étais confrontée aussi. Et puis les gens sont d'une violence sur les réseaux. C'est un truc de fou. Moi, j'ai aucun problème à échanger, même avec quelqu'un qui va être pas d'accord avec moi. J'adore ça, justement. Peut-être qu'il peut m'apporter des choses que j'ai pas, tu vois. J'ai un vrai problème avec les gens qui aboient et qui veulent pas discuter, qui veulent juste te dire que eux, ils ont raison et toi, tu as tort, sur le seul fondement que eux ont raison et toi tu as tort. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, le podcast qui t'aide à développer tes connaissances et tes compétences dans tous les domaines du sport et de la santé, que tu sois sportif amateur, athlète compétiteur, coach, prépa physique ou kiné. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ce sera fait. Tu me dis quand c'est bon de ton côté. C'est good. Nouchka, bienvenue sur le podcast. Comment tu vas? Salut Sean, ça va et toi? Ça va très très bien. Ça fait un petit moment qu'on essaie de coordonner ça. Ça fait plaisir d'enfin t'avoir. Ouais, carrément, c'est cool. Pour les 3 auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Alors, pour me présenter brièvement, moi, je m'appelle Nouchka, je suis diététicienne du sport et formatrice en nutrition sportive. Donc, ça fait 3 ans que j'ai ma formation où je forme des diététiciens qui veulent se spécialiser dans l'accompagnement du sportif, mais également les coachs qui veulent approfondir leurs connaissances en nutrition sportive et puis tous les autres professionnels de la santé et du sport. Et puis, à côté, je suis créatrice de contenu. J'aime bien le souligner lorsque je me présente et rappeler que c'est une part à part entière de mon travail parce que ça prend quand même pas mal de temps. Donc voilà, je suis surtout sur Instagram, je développe un petit peu ma chaîne YouTube depuis quelques mois. Et puis à côté, j'organise aussi des stages nutrition et sport en Haute-Savoie, là où j'habite. Donc c'est des stages trail, vélo, rando qui permettent de rencontrer les gens en vrai aussi. C'est cool parce que moi, je travaille principalement de chez moi, donc c'est bien de voir les gens en vrai aussi. Voilà pour les petites présentations. Ouais, de temps en temps sortir, c'est pas trop mal et en plus, si ça peut être avec du monde, c'est toujours sympa. Carrément. On mettra bien entendu ton lien Insta et YouTube dans la description pour ceux qui souhaitent te suivre. Donc, je vous encourage à aller suivre Nouchka, du super contenu. Notamment, moi, je te suis sur Insta. C'est là qu'on s'est connus et j'apprécie vraiment beaucoup ton contenu. Comment tu t'es lancé dans la diététique? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce monde-là? C'était pas du tout une vocation à la base. Moi, depuis toute petite, je voulais être militaire, tu vois, donc vraiment autre chose. Quand j'étais petite, je voulais être médecin légiste. Après, je voulais être pilote de chasse. Et puis après, je me suis rendu compte que j'avais pas les capacités pour être pilote de chasse. Et du coup, je me suis engagée dans l'armée quand même, mais dans l'armée de terre. Mais j'ai eu quelques soucis de santé. Alors, c'est plus du tout un tabou aujourd'hui. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire qui ont commencé même bien avant que je m'engage dans l'armée. Ça a commencé, voilà, mon année de première, terminale, avec le sport qui commençait à devenir un peu du sport de haut niveau et puis d'autres soucis à côté familiaux. Du coup, bah, j'ai quitté l'armée après un an parce que ça s'est aggravé là-haut. Et puis à l'hôpital, je me suis demandé qu'est-ce que je voulais faire de ma vie finalement, quel sens je voulais donner à ma vie parce que je savais plus pas du tout quoi faire. J'ai l'impression que ma vie était un échec, que j'arrivais à rien, que tout ce que je voulais faire, j'abandonnais. Et puis en réfléchissant, je me suis dit, bon, bah, tiens, puisque j'ai un problème avec l'alimentation, je vais faire un BTS diététique, quoi. Donc, chose que beaucoup de personnes qui ont des TCA font. Faut savoir que beaucoup de diététiciens aujourd'hui qui ont passé le BTS diététique, je pense qu'une bonne part ont souffert un moment de troubles du comportement alimentaire. Et puis, en fait, ça m'a vachement aidé parce que je me suis rendu compte aussi de tout ce qui se passait au niveau métabolique dans l'organisme. Ça m'a aidé à comprendre pourquoi je m'alimentais aussi. À côté, bien sûr, il y avait tout un travail psychologique et psychiatrique que j'ai fait sur moi-même, mais moi, ça m'a aidé à remanger, à reprendre des forces. Je me suis lancé aussi quelques défis sportifs à côté qui ont fait que j'ai remonté un peu la pente. Et puis, il y avait aussi cette envie d'être pertinente dans ce que je disais, tu vois, j'avais pas envie d'avoir l'air hyper malade et de conseiller des gens. Enfin, je me suis dit, les gens, ils ont pas envie de venir me voir s'ils voient que je suis malade, tu vois. Donc voilà comment ça s'est fait. Puis finalement, je me suis passionnée vraiment pour ce métier. Et puis très vite, je me suis spécialisée dans la nutrition sportive et dans l'accompagnement du sportif. Je me suis rendu compte que
bah, faire juste de la perte de poids, etc., ça m'intéressait pas forcément. Et puis j'ai vite eu des sollicitations parce que voilà, j'étais dans un club de triathlon, donc j'ai eu des demandes des adhérents. Et puis de fil en aiguille, en fait, ça s'est fait vraiment très naturellement. Je pense que en un an, même pas, je prenais en charge que des sportifs et j'arrivais à en vivre, quoi. Donc voilà comment j'en suis venue là. C'est génial. Tu as parlé de sport à haut niveau dans ton passé. Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Ouais, je faisais de l'aviron durant toute mon adolescence. J'ai commencé bah, au collège, justement, en sixième, on avait une journée découverte. Et puis forcément, bah, je fais 1,80 m, donc l'aviron, c'est un sport de grand. On m'a foutu le grappin dessus, on m'a dit, toi, tu vas faire de l'aviron maintenant. Et j'ai commencé ce sport et j'ai adoré. J'avais fait plein de sports avant, j'avais pas forcément accroché. Voilà, depuis tout petit, j'ai fait un peu de basket, un peu de judo, un peu de skate. Voilà, je faisais un peu de tout et n'importe quoi. Et là, j'ai vraiment adoré l'aviron et ça m'a suivi pendant toute mon adolescence et ma jeune vie d'adulte. Et ça m'a aidé quand même à me construire, même si je pense que ça a été une part de mon autodestruction pour plein de raisons. Je suis quand même contente, tu vois, maintenant, aujourd'hui, que j'ai du recul, d'avoir eu cette adolescence et pas d'être partie un peu en vrille comme beaucoup d'adolescents et d'avoir eu cette mentalité un peu compétition. Le week-end, je me couche tôt parce que bah, je pars en compétition le dimanche. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, ça m'a aidé au niveau mental, que ce soit dans ma pratique sportive, parce qu'aujourd'hui, je fais du trail, je fais plus d'aviron. Et puis aussi dans mon travail, je pense que au niveau force mentale, il y a des choses qui se retrouvent. Donc voilà, j'ai fait de l'aviron pendant longtemps avec un titre de championne de France et puis j'ai arrêté à peu près quand je me suis engagée à l'armée en fait. Tu étais en scull ou tu tirais à plusieurs? En fait, t'as deux saisons dans la saison d'aviron. Tu as une saison de Ok. bateau court et une saison de bateau long. Donc, la saison de bateau court, tu es soit seul, soit à deux. Mhm. Ça dure jusqu'à avril. Puis après, tu as une saison de bateau long où là, tu es à 4 ou à 8. Donc, j'étais d'abord seule et puis après tu avais une saison avec le championnat de France en groupe. Ok. Et t'as dit championne de France, c'était seul ou en groupe du coup? Non, c'était en groupe. On était 8. Dans le 8, ouais. Ouais. Parle un petit peu de l'aviron pour les gens qui ne connaissent pas. J'ai eu Vincent sur le podcast récemment. On va faire un truc sympa ensemble prochainement. Parle des contraintes de l'aviron. Tu as parlé de l'aspect mental aussi. Développe un petit peu ce côté. Je pense que c'est intéressant pour ceux et celles qui n'ont jamais pris le temps de s'entraîner de manière structurée sur le rameur. Parce que se poser dessus et tirer une ou deux séances, c'est quelque Ouais. chose, mais l'entraînement quotidien, c'est autre chose. Bah alors, c'est clair qu'il y a l'ergomètre qu'on retrouve maintenant vachement dans le CrossFit. Pour nous, rameurs, c'était une machine de torture, ce truc, hein. C'est-à-dire qu'on avait 2 tests par an, en décembre et en février, et on devait faire le meilleur temps sur 2000 mètres. Quand Mhm. on était minime, c'était sur 1000 mètres, cadet, c'était sur 1005, et après, en junior, senior, c'était le meilleur temps sur 2000 mètres. Et c'était le truc qu'on redoutait le plus. Moi, je me souviens que à chaque fois que je faisais ce test-là, je le finissais en vomissant dans les vestiaires, quoi. Je me mettais dans des étapes pas possibles. Donc, l'ergomètre, maintenant, qui est un outil d'amour pour les crossfitters, je dirais que pour nous, c'était l'outil de l'enfer, quoi. Euh, L'aviron, c'est des efforts qui sont quand même relativement courts. Tu vois, si on prend donc les distances officielles en junior et en senior, c'est 2000 mètres, donc ça se court relativement vite, hein, c'est 5-6 minutes d'effort en moyenne, globalement. Donc c'est des efforts d'endurance, mais on n'est pas vraiment dans l'endurance quand même, on est dans l'entre-deux, je dirais. Ça demande quand même des... En fait, c'est un sport qui est hyper complet finalement parce que je pense que tu recrutes toutes les filières énergétiques. Il faut être bon dans tout, il faut être endurant. Les mecs qui sont les meilleurs en aviron, ils claquent des temps sur semi et sur marathon très intéressants, tu vois. Mais à côté, il faut quand même avoir des capacités de puissance et de force non négligeables parce que c'est quand même un sport de puissance. Et puis, tu as l'aspect technique qui est hyper important. Moi, j'étais hyper forte, notamment sur l'ergomètre et en musculation à l'époque. Aujourd'hui, je fais des sports d'endurance et je suis nulle en musculation. Je te passe plus une traction, une pompe, notamment. Mais à l'époque, j'étais meilleure en force qu'en endurance. Et en fait, tu te rends compte que même si tu es fort, l'aspect technique est tellement important que t'as des mecs ou des meufs qui sont tout fins, qui mènent à rien au niveau physique et qui arrivent à te passer devant et à faire des super chronos parce qu'ils ont la technique. C'est vraiment un sport de technique et qui recrute tout, en fait. On a souvent l'idée que l'aviron, c'est un sport où tu vas faire travailler tes bras. Ça fait tout travailler et même bien plus tes jambes que tes bras au final. Donc voilà, c'est... Puis pour l'aspect mental, forcément, il y a une grosse dimension mentale parce que ça se joue souvent à pas grand-chose. C'est vraiment quelques secondes ou quelques dixièmes, voire centaines, voire millièmes de secondes sur les compétitions. Donc, c'est vraiment, tu es à bloc du début à la fin et tu n'as pas le droit de relâcher. Et puis, du coup, ça se retrouve aussi dans l'entraînement. Moi, je me souviens que pendant mes saisons d'aviron,
je vivais que pour ça, en fait. Tout tournait autour de ça. Le matin, je me levais, j'allais m'entraîner. J'étais en sport-études. Après les cours, j'allais m'entraîner. Le soir, je rentrais, je dormais, puis je recommençais. Et en fait, c'était que ça, que ça, que ça. Et je pensais qu'à ça, je m'entraînais pour ça, je vivais pour ça, quoi. Donc, et puis tu le vois, les mecs qui font de l'aviron. Globalement, ils n'ont pas trop de vie à côté, parce qu'ils s'entraînent 2 à 3 fois par jour. C'est des sports qui sont pas trop médiatisés, donc en fait, ils sont obligés de bosser à côté, les gars. Alors maintenant, je pense qu'avec le développement des réseaux sociaux, dans toute discipline, tu arrives à t'en sortir un peu avec les sponsors et compagnie. Mais à l'époque, ils bossaient tous à côté, donc en fait, ils allaient s'entraîner à 6 heures, ils bossaient de 8h30 à 17h. À midi, ils allaient courir, et puis le soir, ils retournaient s'entraîner, quoi. Donc c'est un sport exigeant où je pense qu'il faut un sacré mental pour réussir. Ouais, tu as, cet aspect mental de la discipline, comme tu l'as dit, et la dureté de l'effort aussi, parce que faut un petit peu aimer se faire mal quand même pour faire de l'aviron et du rameur. C'est pas quelque chose qui passe en douce. Non, il faut vraiment aimer la douleur, clairement. Tu as parlé du fait que ça a potentiellement contribué aussi aux soucis que tu as eu en termes de TCA, de troubles de comportement alimentaire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ouais, pendant mon adolescence, j'ai eu une période un peu difficile d'un point de vue personnel, familial. Et en fait, l'aviron, ce qui est très paradoxal, c'était ce qui me maintenait en vie, si je peux dire ça comme ça. Et c'est en même temps ce qui me détruisait parce que j'étais tellement dans la recherche de performance. Mais j'ai tellement pas bien dans ma vie à côté qu'il y avait ce facteur-là qui me limitait, qui a fait que j'ai pas pu aller à un niveau aussi haut que j'aurais aimé. Je pense que j'avais les capacités, tu vois, physiques et mentales pour aller en équipe de France et faire des choses d'un point de vue international et j'ai pas réussi. Aujourd'hui encore dans ma vie, parfois je repense à ça et c'est un petit regret que j'ai, tu vois, mais d'un autre côté, c'est pas grave parce que ça fait ce que je suis aujourd'hui, je pense, et ça m'a amené là où je suis pour faire tout ce que je fais. Mais il y avait cette pression-là quand j'étais ado, que je me mettais et qu'on me mettait. Tu vois, direct, quand ce que j'ai dit, c'est en sixième, on m'a pris, puis on m'a dit, toi, tu vas faire de l'aviron et tu vas être doué, tu vois. Et en fait, moi, j'avais pas prévu de faire ça à la base. Mais au final, c'est moi qui ai voulu être forte, m'entraîner longuement pour pouvoir percer un jour dans ce sport. Mais j'avais toujours cette pression que finalement maintenant je me rends compte que je me mettais moi-même, tu vois, j'avais peur de ce que pouvaient dire les autres. En fait, j'étais très douée à l'entraînement, sur les compétitions une fois sur deux je me loupais parce que mentalement j'étais pas dedans, quoi. Je me disais putain, on va me regarder, il faut que je fasse quelque chose de bien, faut pas que je me loupe. Et du coup après c'était un vrai cercle vicieux parce que quand je me loupais, c'était horrible, je me punissais énormément à côté et du coup derrière ça n'aidait pas. Donc puis plus certaines relations que j'ai pu avoir avec certains entraîneurs, faut pas se mentir, c'est le sport et le sport à haut niveau, c'est un milieu qui est difficile. En plus, quand tu es jeune et qu'on cherche à faire de toi un champion, ça peut être difficile. Après, je suis tout à fait pour dire que c'est ce qu'il faut. Si tu veux faire des champions, il faut les prendre jeunes et il faut leur inculquer la mentalité de champion dès le début. Mais certains jeunes ne supportent pas ça, quoi. Et tu as beaucoup de répercussions à ce niveau-là chez les jeunes sportifs qui sont pas faits pour ça, quoi. Donc voilà, en gros, pourquoi ça a accentué le truc, quoi. Avec le recul que tu as maintenant sur cette période de ta vie et sur ces moments que tu as traversés, est-ce que tu aurais des conseils à donner soit à des sportifs ou sportives qui potentiellement souffrent de ce genre de troubles, ou à des coachs et des prépas physiques qui voient leurs athlètes et qui se demandent peut-être que s'il y a un problème de ce côté-là, est-ce qu'il y a une bonne manière d'aborder ces sujets? Comment est-ce qu'on peut ouvrir la conversation? Parce que comme tu l'as dit, c'est tabou pour certains, encore beaucoup aujourd'hui. Et je pense toujours que c'est toujours plus dur quand tu es dedans, hein. Une fois que tu passes le truc, c'est plus facile d'en parler. Comment est-ce qu'on peut faciliter cet échange et cette conversation? Parce qu'à mon avis, c'est quand même quelque chose de très, très important. Ouais, c'est important et c'est difficile. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ça change un petit peu. J'ai l'impression que peut-être que les réseaux sociaux aident à ça, tu vois, on diffuse un peu mieux l'information. Là, c'est un côté positif des réseaux. Je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui en parlent quand on regarde. Maintenant, c'est clair et net qu'il faut que les entraîneurs, les prépas physiques soient avertis par rapport à ça. Parce qu'en fait, je pense que c'est juste de l'ignorance, mais c'est pas de leur faute, tu vois. Je pense qu'ils sont pas assez formés par rapport à ça. Moi, je l'appuie vachement là-dessus dans mes formations, notamment, tu vois, sur l'aspect triade de la femme sportive, REDES et compagnie, sur toutes les répercussions qu'il peut y avoir, notamment avec les troubles du comportement alimentaire, mais plus simplement avec un déficit énergétique chronique. Et puis, en fait, ils sont pas formés à ça. Donc, tu vois, ça fait que moi, quand j'étais jeune,
je l'ai pas dit. Et puis au bout d'un moment, j'avais 10 kilos en moins. Et on m'a dit, ah bah tiens, t'as perdu du poids, t'es bien comme ça, c'est bien, nickel, tu pourrais être poids léger. Puis au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il y a un truc pas bien, puis t'es évincé. Ça aussi, ça a été dur parce que j'étais pas bien mentalement, physiquement. Et du coup, on me disait, bah tiens, cette année, tu n'iras pas dans l'équipe de Lorraine parce qu'en fait, on a trop peur que tu fasses tout foirer, quoi. Alors que je pense que le mieux, ça aurait été de discuter, peut-être de m'aider à m'accompagner. J'ai eu un moment une coach qui, bah, dans mes plus jeunes années, c'était l'année justement où on a fait vice-championne de France. Elle m'a emmené voir un psychiatre et elle m'a vraiment aidée au début. Après, elle est partie, donc j'ai eu un autre entraîneur. Mais tu vois, tous les entraîneurs ne sont pas bien formés par rapport à ça. J'ai des récits d'entraîneurs, notamment dans l'aviron. Je connais une gamine là, qui a fait championne de France justement en skiff, donc toute seule, une année. Bah, il y a son entraîneur un jour qui est venu dans le vestiaire et puis qui lui a balancé un poids de 10 kilos sur les jambes en lui disant ça, c'est ce que tu dois perdre quoi, pour être performante en aviron. Donc tu vois, c'est ce genre de récit qui, moi, me marque un petit peu et je me dis qu'en fait, il y a une grosse méconnaissance de tout ça. Pareil, aujourd'hui, la femme, on lui dit que dans le sport, si elle a pas ses règles, c'est pas très grave si elle veut pas d'enfant, et que de toute façon, si elle nous fait chier avec ça, bah c'est pas grave, il y a une autre fille aussi forte qui prendra sa place, tu vois. C'est ça aussi le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a l'aspect performance et qu'on prend que les meilleurs, ceux qui sont le plus robustes physiquement et mentalement. Euh, donc chacun est dans son rôle finalement, mais je pense qu'il y a peut-être une grosse part de prévention, d'éducation et de formation à faire là-dessus. Et je pense que ça aidera déjà pas mal, carrément. Et puis après, bah, pour l'athlète qui, lui, est concerné peut-être par tous ces problèmes-là, bah, déjà, c'est d'en parler euh, avec des personnes de confiance. Parfois, on ne peut pas forcément en parler à ses parents quand on est jeune. Mais je pense que la relation avec l'entraîneur, ça peut quand même être souvent, on a une relation assez forte avec l'entraîneur quand on est coaché et puis qu'on fait du haut niveau. Ça peut être bien déjà de mettre le truc sur la table, d'en parler, parce que parfois, si t'en parles pas, bah, la personne en face ne sait pas. Donc, il y a de ça aussi, on peut pas deviner. Et puis de se faire accompagner, de ne pas rester dans son truc en attendant que ça passe, parce que ça passe jamais si on prend pas le truc en charge, c'est clair et net. Ouais, ce que tu dis, le récit que tu as de l'entraîneur qui pose le poids de 10 kilos sur cet athlète et lui dit que c'est le poids à perdre, moi, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'énervent, mais ça m'énerve profondément. Je pense que, comme tu l'as dit, il y a un manque d'éducation qui est important. Il y a clairement des choses qui sont encore faites à l'ancienne. On le voit encore aujourd'hui, même si ça, je pense, hein, avec alors, les réseaux ou simplement l'accessibilité de l'information qui rend ces choses-là de plus en plus difficiles à cacher, on va dire. Mais ça reste des comportements qui, à mon avis, sont complètement déplacés pour un coach dans n'importe quel sport, hein, peu importe. Et tu parlais notamment de cet équilibre énergétique qui est très très important, peu importe la discipline sportive. C'est quelque chose que je vois encore et encore chez des amateurs qui veulent performer, mais qui en même temps qui ne se donnent pas les moyens d'un point de vue énergétique. Parce que si tu veux t'entraîner beaucoup et si tu veux performer, il faut manger. Bah ouais, clairement, si tu veux t'entraîner avec une bonne disponibilité en énergie, notamment en glycogène, il faut que tu le manges, quoi, tout simplement. Et en fait, la principale cause du surentraînement, c'est pas de t'entraîner 30 heures, hein, c'est de pas manger assez et donc de pas bien récupérer. Et moi, j'aime bien rappeler ça. Je le rappelle souvent que pour moi, le syndrome de surentraînement, c'est plus un syndrome de sous-récupération. Parce qu'en soi, si tu récupères assez, que tu t'alimentes assez et que tu t'adaptes correctement, bah, t'entraîner beaucoup, c'est pas un problème, quoi. T'es pas dans le surentraînement. Le surentraînement, c'est quand tu dépasses les capacités de ton corps, quoi. Tous les problèmes, globalement, là, surentraînement, RAID-S, triade de la femme sportive, tout ça, c'est lié à la base, l'origine de base, c'est un déficit énergétique chronique qui va engendrer derrière diverses conséquences à bien des égards. Mais oui, les athlètes ne se rendent pas compte que c'est important. Alors, dans les sports d'endurance, mais pas que finalement, tu vois, dans les sports esthétiques, dans les sports artistiques, dans tout type de sport, je trouve qu'aujourd'hui, on est dans le contrôle du corps, pas forcément le contrôle du poids, ça peut être dans l'autre sens, hein, chercher à être le plus musclé possible et compagnie, à restreindre son alimentation. Restreindre son alimentation, c'est pas que être dans l'insuffisance énergétique, hein. Tu peux te restreindre parce que tu vas faire un focus sur certains trucs dans ton alimentation sans pour autant être en déficit. Mais je pense que beaucoup d'athlètes ont peur
de leur aspect, enfin que leur aspect physique change, qu'ils soient moins performants et du coup bah ils arrivent à être moins performants parce qu'ils apportent plus ce qu'il faut quoi. Et moi tu vois, je m'embrouille souvent sur les réseaux sociaux parce que je dis qu'un sportif, même à haut niveau, peut manger de la pizza, peut manger de la glace ou ce genre de trucs. Et on va me dire, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Non, un sportif, ça va manger des graines, de l'avocat, du quinoa, des protéines de bonne qualité, gna gna gna. T'as pas honte de dire ça? Je leur dis, mais en fait, les gars, vous ne comprenez pas que pour un athlète qui a une dépense à 5 000 calories, si tu lui fais manger des lentilles et des graines et de l'avocat, je veux dire, déjà, paye ton apport en fibres. D'un point de vue digestif, c'est compliqué. Et puis après, niveau volume alimentaire, c'est compliqué aussi. Donc, tu vois, il y a ça aussi. Je pense qu'aujourd'hui, faut se décontracter un peu. Tu vois, dans l'alimentation, il y a tellement de mythes. Ça aussi, c'est mon cheval de bataille en ce moment sur les réseaux sociaux. Bataille qui n'a pas du tout de fin parce que je suis pas très optimiste par rapport à ça. Mais en fait, les gens aujourd'hui s'inventent des croyances alors que pour moi, l'alimentation, c'est hyper simple, hein. C'est hyper simple, c'est manger de tout dans les bonnes quantités, pas trop, pas assez. Et bien sûr, après, quand je dis hyper simple, j'exagère, mais c'est bien plus simple que ce qu'on pense, du moins. Ouais, c'est ça. Et c'est bien plus simple que ce qu'on pense. Je pense une des difficultés, c'est bien entendu qu'il y a tout et son contraire qu'on peut trouver comme information si on va chercher en termes de guide. Une chose qu'on a peut-être oublié de faire dans ce processus, c'est de s'écouter aussi soi-même et de lire les signaux que notre corps va nous donner. Parce que souvent, on peut trouver beaucoup de réponses à ce niveau-là, surtout. Clairement. Bah, je pense que l'écoute de soi, c'est le meilleur signal, en fait, hein, clairement. Aujourd'hui, je pense que il n'y a plus beaucoup de personnes qui savent même écouter, entendre déjà et écouter leurs sensations de faim et de satiété. Alors que c'est la base, tu vois. Mais c'est parce que c'est éducationnel, je pense. Dès le plus jeune âge, on dit, ouais, finis ton assiette. Tu sors pas de table tant que t'as pas fini de manger. On te force à manger même si t'as pas faim parce que c'est l'heure. Ça, plus d'air, voilà, les réseaux et puis tout ça. Mais je pense qu'on est totalement déconnecté de nous-mêmes, quoi. Clairement, de plus en plus, du moins, bien plus qu'avant. C'est pour ça, entre autres, que je pense que t'as de plus en plus de troubles du comportement alimentaire et que la prévalence augmente d'année en année, quoi. Même si elle est dure à estimer. Ouais, c'est dur à estimer, comme tu l'as dit. Et je vais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, la composante esthétique, qui est souvent au centre des réflexions hein, des personnes qui sont dans le sport, parce que c'est ton image, parce que c'est ce que les gens perçoivent. Mais souvent, si tu veux avoir une esthétique parfaite, si on considère un pourcentage de masse grasse très très basse et donc d'être très très affûté, etc., étant optimal au niveau esthétique, ça va souvent à l'encontre des besoins si on veut performer. Tu l'as dit, pas seulement en sport d'endurance, hein, mais ça peut être des sports de force également, ça peut être d'autres sports. Il faut que tu aies cette énergie si tu veux pouvoir performer et parfois ça vaut peut-être même le coup d'être un petit peu plus lourd ou un peu plus lourde que ce que tu voudrais pour pouvoir vraiment t'entraîner au niveau où tu veux le faire et où tu peux le faire. Et peut-être par la suite, s'il faut perdre un petit peu de poids parce que tu es dans une catégorie de poids ou autre. Mais au final, à ton avis, on passe trop de temps à penser à l'esthétique plutôt qu'à la performance, même pour des gens qui se disent performants, athlètes et en recherche de performance? Alors, je pense que, je sais pas si on passe plus de temps à penser à l'esthétique qu'à la performance, je pense qu'on pense trop à l'esthétique en pensant que ça aide trop à la performance, tu vois. C'est Mhm. c'est plutôt ça. Et Mhm. je rebondis sur ce que tu viens de dire, justement, sur le fait qu'on cherche à être un poids bas toute l'année, à être sec toute l'année, etc. Il y a un adage que j'aime bien, c'est un cycliste qui me l'avait dit un jour. Il m'avait dit affûter en janvier, cramer en juillet. Et j'aime bien cette phrase-là parce que c'est vrai, en soi, si tu es déjà à ton poids perf, qui est pour moi différent, euh, plus ou moins en fonction des personnes, du poids santé, du poids de forme, bah, si tu es déjà à ton poids perf en janvier, tu t'entraînes avec moins de disponibilité énergétique, donc tu récupères moins bien, tu enchaînes moins bien, et donc tu performes moins. Tu es moins performant sur le court et le long terme. Donc oui, clairement, moi je suis pour bah, avoir des variations de poids dans l'année, c'est pas du tout un problème. Même tu vois certains, en ce moment je suis dans le trail, donc je me renseigne vachement là-dessus, mais tu vois certains trailers à haut niveau, ils ont des différences de poids de 8 kilos entre l'hiver et l'été, quoi. Ça les empêche pas d'être les meilleurs dans leur catégorie, hein. Mais justement, bah, ils vont faire un peu de réserve l'hiver, relâcher aussi un peu la pression d'un point de vue alimentation. Et puis, on s'en fout s'ils sont plus lourds parce qu'ils n'ont pas d'objectif.
principal pendant l'hiver, ils vont juste optimiser leur récupération et puis mieux travailler, quoi. Donc oui, clairement. Ça, c'est clairement quelque chose que je vois dans d'autres sports, hein. Je travaille beaucoup dans le CrossFit et c'est clair là-dedans aussi, la difficulté qu'ont les sportifs et les athlètes à avoir une vision qui soit sur le moyen long terme. C'est-à-dire qu'on veut tout de suite, on veut s'entraîner dur maintenant pour être fort ce week-end, pour être fort demain, mais on oublie que ben, une fois que tu arrives à un certain niveau, de penser en jours et en semaines, c'est plus suffisant. Il faut commencer à penser en mois et en années. Et comme tu l'as dit, il faut qu'on ait des variations non seulement de poids dans l'année si c'est nécessaire, hein, pour tout un chacun, mais il y a aussi des variations dans l'entraînement. On ne peut pas s'entraîner pareil toute l'année. Il y a une phase de développement, il y a une phase de consolidation, il y a une phase d'affûtage. Euh, et, et- et je pense que les gens ont peur aujourd'hui de ne pas être en forme tout le temps, hein. Ils pensent qu'ils doivent être en forme tout le temps absolument. Et donc ça veut dire ben, être au poids de forme, ça veut dire pouvoir performer tous les jours, alors que ben, les meilleurs des meilleurs, on dira que, comme tu l'as illustré avec les changements de poids, bah, si tu regardes leur performance sur une première année d'un cycle olympique de 4 ans, eh ben, c'est pas là qu'ils vont être bons et c'est pas le but non plus, hein. Le but, c'est d'avoir cette planification et ce regard sur le moyen long terme et faire ce qu'il faut autant sur le côté entraînement que le côté nutrition. Ouais, c'est le no pain, no gain, tu sais. Faut toujours courir plus vite que la dernière fois que j'ai été courir et puis toujours faire plus de bornes que la dernière semaine. Alors qu'au final, c'est pas ça l'important, quoi, hein, clairement. Mais oui, et puis tu vois, même dans certaines disciplines, maintenant, les athlètes coupent un peu de leur pratique principale. Par exemple, l'hiver, tu prends les coureurs à pied, ceux qui habitent en montagne, l'hiver, ils vont faire du ski. L'été, après les compètes, ils vont faire du vélo. Donc, en fait, tu t'es pas toujours dans ta discipline à essayer de performer. C'est même pas l'objectif. Et je pense en plus que ça desserve d'un point de vue physique, je pense que ça dessert aussi d'un point de vue mental. Parce que tu as toujours une charge mentale qui, sur le long terme, n'est pas bonne. Et en fait, tu peux pas tenir ça sur le long terme. C'est pas possible. Ouais, cette charge mentale et même ça se traduit au niveau des entraînements dans le sens où si tu t'entraînes sur la même modalité de la même manière tout le temps, on sait que tu vas avoir des retours décroissants sur tes investissements d'efforts, c'est-à-dire que plus tu as fait un exercice pendant longtemps et moins il va avoir d'effets sur ton corps, ton organisme, etc. Et donc plus tu dois t'acharner pour avoir les mêmes effets qu'avant et au final ça ne se tient pas. Il y a une citation que j'aime bien toujours ramener sur ce sujet, c'est celle de Niels van der Poel, qui est double champion olympique et double recordman du monde en patinage de vitesse, qui disait il faut apprendre à écouter ton corps lorsqu'il murmure pour éviter de l'entendre crier. Ça revient à ce que tu disais avant, autant sur le plan nutrition que le plan entraînement. Il faut qu'on apprenne à s'écouter et ça fait partie intégrante de l'entraînement, malgré ce qui est noté sur le papier, malgré ce qu'on veut faire. Il faut savoir aussi coordonner avec ce pourquoi on est prêt. Ouais, comme les petites douleurs physiques, ça peut vite se transformer en blessure. Mais non, on attend de plus avoir de tendons, tu sais. De vraiment être au bout de notre vie puis de devoir se faire opérer. Non, mais j'en vois tous les jours. J'en ai un encore hier qui m'a dit ouais, bah moi, je sais que j'ai un gros problème au tendon, je dois me faire opérer, mais je vais attendre qu'il pète, du coup. Bah, qu'est-ce que tu veux faire, hein? Attends qu'il pète, quoi. C'est pas ce Ouais, qu'il y a de mieux, mais. c'est quand même un Ah, petit peu dommage. ouais, clairement, clairement. Tu as parlé de l'équilibre alimentaire du sportif tout à l'heure, en ce qui concerne notamment les aliments qui peuvent être vus comme étant malsains ou tout ce qui est malbouffe, etc. Ça, je pense que c'est ouais, quelque chose qui vaut la peine d'être mis en avant, surtout pour ceux et celles qui s'entraînent de manière structurée et commencent à s'entraîner beaucoup. Parce que comme tu l'as dit, à un moment donné, les patates douces, ça suffit plus à remplir les besoins caloriques. Donc, comment est-ce que toi, tu abordes ce sujet qui, pour certains, peut être un peu sensible parfois? Déjà, relativiser le truc. Quand je dis ça, ce que beaucoup entendent, c'est porte ouverte à tout ce que tu veux et vas-y, les pizzas, les bonbons, les glaces, les burgers, etc. Et on s'en fout du reste. C'est pas du tout ça que je dis, loin de là. Le but, bien sûr, c'est déjà de courir l'apport calorique, de bien répartir tes macronutriments, de faire attention à la qualité de ton alimentation et de courir les besoins en micronutriments. Et puis après, forcément, tu as de la place pour de la flexibilité. Et puis tout simplement, quand tu as des besoins importants, et bah, euh,
intégrer ce genre d'aliments, ça permet de couvrir plus facilement les besoins. Donc, il y a pas de règle exacte. Bien sûr, ça va dépendre de chacun. Entre un sportif qui va avoir une dépense à 2500, 3000 cales, qui va s'entraîner 3-4 fois par semaine, et puis un sportif qui va s'entraîner 2 fois par jour avec une dépense à 6000 ou 7000 calories, tu vas pas optimiser de la même façon. Il y a, ce que j'aime bien répéter dans la nutrition, c'est que tu as des règles de base avec des protocoles, mais c'est jamais pareil pour tout le monde. Tu vois, même moi, dans mes suivis, j'ai toujours une façon de faire différente en fonction de chacun, parce que certaines personnes vont avoir telle ou telle préférence. En fait, tu n'es pas là pour leur imposer ta façon de faire, ta méthodologie, tu es là pour t'adapter à eux. Donc, il y a plein de façons de faire. Mais oui, clairement, à partir du moment où tu as une dépense élevée pour couvrir les apports, tu peux et même tu dois intégrer ce genre de truc. En fait, les gens devraient être contents et pas être méfiants par rapport à ça, qu'on leur dise qu'ils peuvent intégrer ce genre d'aliments. Voilà, donc après, bien sûr, tu vois, il y a un gars qui m'a dit oui, mais moi, je dépense 5000 cales par jour. Moi, j'arrive très bien à manger avec que des aliments sains et j'ai pas de problème niveau digestif, niveau énergie et niveau mental. Bah, mon gars, c'est bien, tant mieux pour toi, tu vois. Mais la plupart des personnes, ça va être problématique d'un point de vue digestif. Ça va être problématique d'un point de vue social aussi. Et ça va être problématique d'un point de vue mental, parce que ça fait du bien, on va pas se mentir, au niveau mental, manger des choses un peu plus grasses, un peu plus sucrées, bah, ça fait du bien à tous, quoi. Donc voilà pour ça. Ouais, je reviens sur Niels van der Poel qui disait quelque chose de similaire au niveau psychologique. Lui disait il n'avait pas de grosses équipes, de grosses équipes derrière lui qui le soutenaient avec beaucoup de budget, etc. Par contre, il aimait bien les glaces. Et donc, quand il sortait faire des longues sorties de 5, 6, 7 heures sur son vélo, eh ben, il mangeait des glaces parce que ça lui coûtait pas très cher et ça lui faisait plaisir. Et c'était une des raisons qui lui permettait de continuer à s'entraîner aussi dur. Donc, si ce type d'aliment peut nous servir et nous aider aussi à profiter de ce qu'on fait. Parce que bien entendu, quand on s'entraîne sérieusement et qu'on veut performer à un haut niveau, ça va être difficile. Il faut s'investir. Mais si on peut en retirer des petits plaisirs comme ça aussi, ça vaut la peine de les prendre. Ouais, clairement. Bah, tu vois, ne serait-ce que sur les efforts très longs, donc ultra trail, Ironman, même en vélo, moi, il y a un truc que je répète toujours, c'est, bien sûr, moi, je vais donner mes conseils sur les aliments qui sont plus adaptés, sur les grammages de glucides et compagnie, sur ce qu'il faut apporter théoriquement. Dans la pratique, passer un certain nombre d'heures, ça peut être compliqué de réussir à tenir le protocole. Et à ce moment-là, quand tu bascules dans cet instant où tu n'arrives plus à t'alimenter, parce que les compotes, les gels, les boissons, ça te fait plus triper, j'ai envie de dire, il vaut mieux que tu manges du saucisson et du fromage que rien du tout. Donc en fait, le but, c'est de réussir à s'alimenter le plus longtemps possible dans l'effort, et même si c'est pas optimal, quoi. Euh, sur du long, je pense que celui qui gagne, c'est pas forcément le plus fort, c'est celui qui arrive à bouffer le plus longtemps. Et ça aussi, c'est un autre adage dans les sports d'endurance. Celui qui gagne, c'est celui qui a réussi à alimenter la machine pendant longtemps. Ouais, Même exactement. s'il n'y a pas que ça, bien évidemment, parce que sinon on peut se faire un concours de bouffe, mais c'est une part vraiment très importante. Et voilà, l'essentiel, c'est de réussir à s'alimenter. Donc si à un moment donné, on n'arrive plus à faire ce qu'il faut au niveau théorique, on passe sur l'aspect plaisir pour réussir à mettre du fuel dans la machine, quoi. Ouais, puis comme tu l'as dit, hein, la théorie c'est bien, mais à un moment donné, tu es sur le terrain, il faut faire les choses et il faut faire les choses qui fonctionnent, peu importe ce que nous dit la théorie. Ouais, clairement. Et puis, tout ne fonctionne pas pareil pour tout le monde, surtout. Chez certains, ça va marcher, chez d'autres, non. Voilà, faut adapter, en fait. Faut adapter. Il y a des grandes lignes, on sait ce qu'il faut, on sait ce qu'il faut faire. Maintenant, dans la manière de le faire, ça va être différent. Parle-nous un petit peu de ces variations que tu vois de personne en personne. Prends peut-être deux sportifs, sans nécessairement citer de nom, mais si tu peux nous donner des cas concrets sur des choses qui fonctionnent pour certains et pas pour d'autres. Je pense que c'est des choses qu'on retrouve à l'entraînement, mais encore plus en nutrition, où il peut vraiment y avoir que ce soit des préférences, des intolérances, des allergies ou des besoins qui diffèrent grandement d'une personne à l'autre, qui de prime abord peuvent se ressembler, mais au final qui ont besoin d'une approche complètement différente. Ouais, ne serait-ce que si je prends l'exemple dans les sports d'endurance, on le sait, l'objectif, c'est d'apporter des glucides digestes en bonne quantité, en gros, pour faire simple. Glucides digestes, ça va passer par boisson d'effort qui va apporter des glucides simples, des gels, des compotes, globalement, ça va être ça. Certaines personnes ont besoin de manger, par exemple, tu vois, elles ont besoin d'avoir du solide, ça les rassure, elles ont faim, elles aiment bien manger.
Et en fait, moi, elles me disent, non, non, moi, je veux avoir du solide. Sur le vélo, je veux manger mon petit sandwich. À pied, ça me dérange pas d'avoir une barre, etc. Donc, bien sûr, après, on soigne tout l'aspect digestif, parce que si tu consommes du solide ou des glucides un peu plus complexes, ça augmente le travail digestif. Et on sait qu'à l'effort, bah, le flux sanguin, notamment au niveau du système digestif, est réduit bah, pour assurer l'apport d'oxygène et de nutriments aux muscles et au cœur. Mais certaines personnes ont besoin de solide. Et puis, d'autres personnes, par exemple, me disent, ah non, moi, je peux pas du tout manger quoi que ce soit en courant. Je veux, en courant, en roulant, ce que tu veux, je veux avoir que du liquide. Dans ce cas, bah, ok, on va avoir une boisson qu'on va peut-être un peu plus charger. Dans ce cas, pareil, il faudra avoir un entraînement digestif parce que ça fait une boisson qui est plutôt hypertonique. Donc, il faudra s'habituer à assimiler des quantités telles de glucides. Mais tu vois, on va être sur deux protocoles différents. Un protocole où ça va être que du liquide, un protocole où ça va être quasiment que du solide, quoi. Voilà. Et puis après, pareil, dans le choix des produits, ça va être différent. Certains vont pas du tout aimer les gels, ça va leur faire des inconforts digestifs. D'autres peuvent consommer que des gels. Il y a aussi une question d'entraînement digestif, hein. Surtout dans les sports d'endurance, c'est ultra important. Tu te pointes pas sur une course en te disant bah, je vais consommer 90 grammes de glucides par heure, mais je n'ai jamais fait à l'entraînement. Il va t'arriver des bricoles, clairement. Donc voilà, il y a une question d'entraînement digestif. Pareil sur l'hydratation, certains athlètes qui n'arrivent pas à boire. Quand je leur dis, ouais, faudrait que tu arrives quand même à boire minimum 500 millilitres par heure, ils me regardent avec des gros yeux. Je dis, mais t'inquiète, on va y aller tranquille et tu vas voir que tu vas y arriver. Et tout le monde y arrive, hein. C'est juste une question d'habitude, d'entraînement et voilà. C'est comme l'entraînement finalement. Tu y vas progressivement et puis en fait, tu passes pas de rien à l'objectif principal, quoi. Pour quelqu'un qui souhaiterait justement effectuer ses entraînements et déterminer ce qui leur convient en termes de nutrition à l'effort, est-ce que tu as, t'as un processus? Est-ce que c'est plutôt intuitif? Qu'est-ce que tu testes d'abord? Qu'est-ce que tu essayes? Dans quel ordre tu prends les choses pour déterminer ce qui va bien fonctionner pour toi comme alimentation à l'effort? Ouais, bah alors en général, c'est bien de s'y prendre quelques mois avant l'objectif pour pouvoir faire des tests. C'est l'objectif justement des entraînements, de pouvoir faire des tests sur les entraînements. Et on va tester différents protocoles selon les préférences de chacun. Déjà, je demande comment la personne s'alimente déjà actuellement. Et généralement, je pars comme ça pour tout, que ce soit pour l'alimentation à l'effort, mais même l'alimentation générale. Je fais un état des lieux de l'alimentation et à partir de ça, je vois ce qu'on peut améliorer. Donc, généralement, ça va être deux, trois objectifs pour pas surcharger d'informations et on va essayer d'améliorer. Et ça va pas être genre, tiens, moi, je te donne mon protocole, je m'en fous de ce que tu fais, on va faire comme ça maintenant. En fait, ça marche pas parce que tu perturbes totalement la personne qui passe de ses petites habitudes et son équilibre de vie à quelque chose qui lui ressemble pas. Donc, c'est plutôt, on va optimiser deux, trois trucs. Tu vois, si elle me dit, bah, moi, j'ai pas l'habitude de boire une boisson d'effort, je bois que de l'eau, bon, bah, d'accord, on va peut-être essayer de trouver une boisson qui te convient. On va tester deux, trois boissons en fonction de tes préférences. Et puis on va voir quoi intégrer. Si elle me dit, bah, je mange rien du tout de toute ma sortie, ok, on va commencer à intégrer un truc, peut-être un truc par heure. On va tester des gels, des compotes, puis certaines pâtes de fruits, barmol, etc. Et puis on va voir ce qui te convient. Donc c'est plutôt comme ça, on y va progressivement en fonction de ce que la personne fait déjà ou ne fait pas encore. Tu as parlé de ce besoin hein, d'être progressif, comme la surcharge progressive à l'entraînement. Quelles autres erreurs habituelles tu vois souvent dans ce qui est de l'alimentation à l'effort chez les sportifs? Bon, bah, l'hydratation, clairement, le manque de glucides, ça les sportifs mangent pas assez de glucides. Je pense qu'on fait on a une grosse crainte des glucides. Et justement, ça aussi, c'est un truc dont je parle régulièrement. C'est surtout dans les sports d'endurance, on se dit c'est un effort qui est pas à haute intensité. Et du coup, si je consomme des glucides à index glycémique élevé, bah, je vais sécréter de l'insuline et je vais faire une hypoglycémie réactionnelle derrière. Et puis, tu as beaucoup de marques du coup qui surfent un petit peu sur ça en vendant des boissons index glycémique bas, des produits de nutrition IG bas pour éviter les coups de pompe, etc. Dans la pratique, en fait, ça se passe pas comme ça parce que à l'effort, tu vas sécréter des catécholamines, notamment de l'adrénaline, qui va inhiber la sécrétion d'insuline en venant se fixer sur les récepteurs au niveau du pancréas. Et donc, en fait, ton insuline, quand tu vas faire un effort, alors bien sûr, plus l'intensité va être élevée, plus ça va être significatif, mais pas que. Je vais expliquer après un peu les facteurs qui conditionnent ça. Quand tu vas faire un effort, en fait, tu vas avoir ton insuline qui est à un niveau basal.
semblables à des valeurs de repos, en fait. Et du coup, tu peux consommer des sucres à index glycémique élevé, tu vas pas avoir de variation de ton insuline au point de faire une hypo derrière. Donc ça, c'est une idée reçue qui perdure. On n'en parle pas trop de ce que je suis en train de dire là, d'ailleurs. J'ai jamais vu ça sur les réseaux. Moi, j'en ai parlé plusieurs fois, puis à chaque fois, ça étonne que je dise ça. Mais en fait, c'est la raison pour laquelle tu peux consommer des glucides à index glycémique élevé, et c'est même bien finalement, même sur des efforts très longs, parce que tu vas pouvoir avoir des glucides directement disponibles sans gros travail digestif. Parce que c'est clair que si tu consommes des glucides à IG bas ou du solide avec des glucides complexes, bah, tu as tout un travail digestif derrière. Alors dans quel cas ça peut être intéressant ça? Je dirais que ça peut être intéressant si tu peux pas t'alimenter pendant longtemps, tu vois, sur une longue période, ou si tu as vraiment besoin de solide, par exemple, sur du très long, comme on disait avant. Donc voilà, qu'est-ce qui va conditionner finalement ce mécanisme au niveau des catécholamines et de l'insuline? Forcément, l'intensité. Plus l'intensité de l'effort va être élevée, plus tu vas sécréter de catécholamines. Mais en fait, on se rend compte quand même pour des intensités modérées, tu vois, à peu près 60% de VO2 max, ce qui est le cas ce qui est l'intensité finalement que tu peux maintenir sur des ultras, hein. Les meilleurs arrivent à être à 60-70%. Sur marathon, on va plutôt être à 75-80. Donc 60%, c'est quand même déjà un effort très très long, quoi, quand tu essayes de performer un peu. Et même sur ce type d'intensité, et ben finalement, tu vois une petite variation de l'insuline, mais qui reste semblable aux valeurs de repos, en fait. Donc tu n'as pas de risque, même à des niveaux d'intensité tels. Et puis, en fait, il n'y a pas que l'intensité qui conditionne ça. Tu vas avoir forcément le stress de façon globale, parce que la sécrétion de catécholamine, c'est une réaction logique de l'organisme pour lutter face au stress. Tu vas avoir le manque de disponibilité en oxygène, l'état nutritionnel. Plus tes réserves en glycogène vont se vider, bah, plus l'organisme va répondre en fonction par rapport à ça pour maintenir la glycémie et l'apport en nutriments. Donc tu vas en sécréter beaucoup plus. L'altitude aussi, dès lors que tu vas être un peu plus haut en altitude. Enfin bref, finalement, il y a plein de facteurs qui conditionnent cette sécrétion de catécholamines, ce qui du coup a un impact sur l'insuline, ce qui montre que finalement ne sont pas que concernés les sports à très haute intensité, quoi. Même dans les sports d'endurance où on va être moyennement haut en intensité, on va quand même avoir ce mécanisme-là qui se met en place. Donc ça, c'est quand même, du coup, je reviens à ta question de base, parce que je me suis égarée, c'est quand même une des principales idées reçues dans le monde de l'endurance. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec, j'ai pas le terme en français, non-insulin mediated glucose uptake? En gros, c'est le fait que tes cellules, il semblerait, lorsque tu effectues un effort physique, notamment tes cellules musculaires, elles ont la capacité de prendre ce sucre ces glucides depuis le sang sans passer par la case insuline. Il semblerait que ce soit notamment une des raisons pour lesquelles l'effort physique soit aussi bénéfique pour des gens qui sont par exemple diabétiques et qui ont ces soucis avec l'insuline parce que ça leur permet de bien absorber les sucres sans nécessairement avoir besoin de cette insuline. Ouais, clairement. Et puis de toute façon, quand tu vas apporter des glucides exogènes, tu vas préserver ton glycogène musculaire aussi. Hmm. C'est pour ça que on veut apporter des glucides à l'effort. C'est pour préserver ces réserves en glycogène qui se déplètent très très vite, mais qui se resynthétisent pas très vite. Tu vois, un effort plus ou moins intense, si tu n'apportes rien, en 1 heure et demie, tes réserves de glycogène musculaire sont vides, alors que a contrario, elles mettent 24 à 48 heures à se resynthétiser en totalité en fonction de la disponibilité en glucides. Donc, le glycogène, c'est le précieux à préserver quand, quand tu fais du sport. Parce que, pareil, ça, tu vois, on parlait de disponibilité énergétique tout à l'heure. Moi, je parle surtout du glycogène. Quand je dis ça, si tu t'entraînes tout le temps à glycogène bas, pareil, on voit différentes techniques là. Bah, fleurir un peu sur les réseaux pour les sports d'endurance, notamment cétogène, entraînement avec glycogène bas et compagnie. C'est pas bien de le faire tout le temps. Clairement, la plupart du temps, on veut s'entraîner avec une bonne disponibilité pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour maintenir des hauts niveaux d'intensité, quoi. Ouais, je me rappelle, on en avait parlé sur le podcast avec Carol Ispi, qui est coach en triathlon, et qui, lui, utilise ces approches avec apport de glycogène ou apport de sucre plutôt bas pour certaines séances. Par contre, il disait c'est extrêmement important de bien monitorer l'athlète dans la durée, de surtout de lui redonner ou de lui redonner ce dont il ou elle a besoin après la séance. Hein, c'est pas parce que tu as fait une séance à IG bas pour telle ou telle raison, qui peut être potentiellement pour l'adaptation au niveau des graisses ou autre, l'utilisation des graisses comme substrat. Mais si tu combles pas ce manque, tu vas te retrouver avec des problèmes. Et comme tu l'as dit,
c'est des problèmes qui peuvent être assez graves hein, au niveau hormonaux. On peut vraiment aller affecter sa santé, malheureusement, avec ces pratiques. Donc, faut vraiment pas faire n'importe quoi. Et comme tu l'as dit, si on s'entraîne sérieusement et surtout si on s'entraîne beaucoup, l'alimentation à l'effort et en dehors est très, très importante. Ouais, clairement. Plus tu vas t'entraîner, de toute façon, plus ça va être important et plus ça va être un facteur de performance important. Ça peut clairement. Moi, je vois la nutrition, je vois ça comme la dernière pièce du puzzle. Tu vois, ça t'empêche pas de faire tout ton puzzle. Par contre, c'est la petite pièce que tu viens rajouter et qui peut augmenter tes perfs ou fortement les altérer, en fait, clairement. Pour moi, c'est pas la chose que tu vas faire en première intention. Tu vas faire attention. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que globalement, si tu veux être performant dans ton sport, fais ton sport, quoi. Voilà, ça, c'est la base de la base. Je te dis ça parce que moi, j'en vois en consulte hein, qui veulent optimiser leur nutrition aux petits oignons comme les champions, mais qui s'entraînent même pas. En fait, tu seras jamais bon dans ton sport. Il faudra pas le reprocher à la nutrition. Ce sera pas Mhm. ça. Ce sera parce que tu t'entraînes pas. Donc voilà, une fois que tu as tout optimisé, je dirais que bah, tu viens peaufiner un peu ces trucs-là. Et pareil, après, dans des stratégies encore plus poussées, comme les stratégies de manipulation glucidique. Mais tu vois, toutes ces stratégies-là, je vais pas du tout les mettre en place avec des athlètes amateurs qui n'ont pas un volume d'entraînement très important ou qui cherchent pas à performer à plus ou moins haut niveau, quoi. Donc oui, clairement. Pour revenir sur le glycogène, parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur et c'est à mon avis aussi un sujet très très important à l'effort et dans le sport en général, c'est quelque chose qui va te permettre notamment de t'entraîner à haute intensité, mais pas seulement, hein. On sait que même des efforts à basse intensité maintenant vont aller grappiller ton glycogène petit à petit et c'est un des facteurs de fatigue, notamment à basse et à moyenne intensité, un petit peu moins à haute intensité d'après ce que je comprends, mais en gros sur les efforts d'1 heure ou plus, le glycogène est absolument indispensable si tu veux performer et tout ce que tu peux faire pour le préserver, notamment bien t'alimenter pendant l'effort, ça va rentrer en ligne de compte. Ouais, ouais, clairement. Tu en parlais des intensités. Certaines personnes voient les substrats comme un interrupteur on-off. Genre, je vais faire un effort à basse intensité, je vais couper l'interrupteur des glucides, je vais allumer l'interrupteur des lipides, pardon. Et puis dès que je vais faire un effort à haute intensité, je coupe les lipides et j'allume les glucides. Ça se passe pas du tout comme ça dans la pratique. En fait, c'est une contribution. Moi, plutôt que voir ça comme un interrupteur, je vois ça comme des petits curseurs que tu vas monter ou descendre, tu vois. Pareil pour les filières énergétiques au final. Et du coup, peu importe l'intensité de ton effort, tu as toujours une contribution de tous les substrats dans des proportions moindres en fait. Et même sur des efforts à basse intensité, quand tu vas t'entraîner, tu vois, typiquement en zone 2, tu vas pas être à 20% de ta VO2 max, hein. Tu vas être plus haut, quoi. Tu vas quand même être à un pourcentage plus haut. Généralement, quand tu t'entraînes sur un effort sous-maximal, je sais pas, tu vas être à 55 à peu près, 50-55 de VO2 max. À ce niveau-là, ta contribution des glucides est quand même très importante. Le point de croisement des substrats, là, le moment où tu vas utiliser plus de glucides que de lipides, alors il varie en fonction du niveau d'entraînement. Mais la moyenne, ça va être 65% de VO2 max. Donc même si tu vas faire un effort moyennement intense, tu vas toujours utiliser des lipides, des glucides et des lipides finalement par la même occasion. Et puis voilà, même si tu fais un footing tranquille d'1 heure ou 1 heure de vélo, tu utilises quand même des glucides, bien sûr dans des proportions moindres. Donc peut-être que les besoins glucidiques seront moins importants. Par contre, moi, il y a un truc que je rappelle souvent, c'est que je vois pas que à l'instant T. Ce que je veux dire par là, c'est que je vois pas que ce que tu as besoin sur le moment. Je vois que derrière, tu vas enchaîner des entraînements toute la semaine, que tu t'entraînes 10 ou 15 heures et que du coup, le but, c'est de maintenir tes réserves en glycogène. Sauf si bah, tu effectues des stratégies de manipulation glucidique, mais qui sont euh, prévues et qui sont contrôlées, quoi, en fait. Je me permets d'interrompre cet épisode pour te dire que si tu souhaites progresser en cardio, devenir plus endurant, mieux récupérer sans nécessairement t'entraîner plus dur, je t'ai préparé une mini formation en 4 vidéos pour t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les zones d'entraînement et comment les appliquer dans ton quotidien. Clique sur le lien dans la description pour accéder gratuitement à cette formation. Pour les coachs qui nous écoutent et qui ont peut-être de la peine à faire passer ce message à leur coaché, de l'importance de cette alimentation, notamment d'un point de vue de la récupération, de la performance. Est-ce que tu as certaines clés que tu pourrais nous apporter pour nous aider à mieux communiquer avec les personnes qu'on accompagne pour vraiment mettre en évidence ce fait et cette importance? Euh, Comment ça? Par rapport à quoi? Notre manière de communiquer Ah l'importance ouais, de la bah, nutrition et du glycogène pour nos coachés.
Bah, je pense déjà être formé par rapport à ça, tu vois, en être conscient. Parce que tout ce que je dis là, pour toi et moi, c'est peut-être logique, mais pas pour tout le monde au final. Donc, c'est peut-être le rôle de ceux qui savent de transmettre l'information. Et puis, en fait, d'en parler au coaché, c'est-à-dire que je pense d'un point de vue coaching comme nutrition, le but, c'est pas juste d'expliquer ce qu'on va mettre en place bêtement, c'est d'expliquer pourquoi tu le fais, quoi. Donc, je pense que bah, quand tu es sportif, tu es un peu curieux, tu aimes bien comprendre ce qui se passe dans ton organisme. Donc, expliquer pourquoi on met telle ou telle chose en place et pourquoi c'est important finalement. Si on reste sur le sujet du glycogène, on a parlé de l'aspect nutritionnel. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour mieux préserver notre glycogène à l'effort, pour augmenter nos réserves de glycogène via l'entraînement? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place de ce côté-là? J'allais dire s'entraîner finalement, parce que oui, il y a l'aspect nutritionnel qui est important. Par contre, voilà, avec l'entraînement, on sait qu'on va être capable de maintenir des plus hauts niveaux d'intensité en utilisant un peu moins de glucides, qu'on va mettre en place bah, des adaptations au niveau mitochondrial pour bah, oxyder un petit peu mieux les graisses. Alors après, c'est moins mon domaine, mais je me suis quand même penchée un peu sur le truc. En fait, il semblerait que peu importe si tu t'entraînes à basse ou haute intensité, tu vas quand même stimuler bah, la biogénèse mitochondriale et puis enzymatique, en fait. Sauf que ça va être différentes enzymes que tu vas solliciter, quoi. Mais en fait, peu importe, même si tu entraînes à basse intensité, tu vas quand même, euh, sur le long terme, améliorer ton VO2 max. Donc, je dirais que l'entraînement, finalement, c'est le facteur le plus important. Plus tu vas t'entraîner, plus tu vas être en meilleure mesure d'utiliser les différents substrats. Tu me dis si t'es pas d'accord avec moi ou si je m'égare, mais c'est ce que je comprends du moins de ça, quoi. Non, je suis d'accord, tout à fait d'accord. Et peut-être pour compléter un petit peu, en tout cas, la manière dont je le comprends, c'est que tu as parlé de cette biogénèse mitochondriale, le fait de développer ce réseau qui, au final, est la seule partie de notre corps qui peut utiliser l'oxygène, hein, c'est les mitochondries. L'oxygène pour le corps, sans la mitochondrie, c'est un poison. Et en gros, pour faire plus de mitochondries, ben, il faut s'entraîner. Et c'est notamment le volume d'entraînement étant un des facteurs principaux qui va te permettre de développer cette densité, ce volume mitochondrial qui lui ensuite peut plus facilement, notamment oxyder les graisses, comme tu l'as dit. Et ce qui se passe, c'est qu'en oxydant plus de graisses, l'oxydation des graisses, d'après ce que je comprends, c'est pas une fin en soi, dans le sens où ça engendre le fait que, enfin, en gros, c'est une résultante du fait que tu as plus ton réseau mitochondrial est plus développé. Plus tu as de mitochondries, et moins ton corps a besoin d'utiliser des sucres, et plus il va du coup pouvoir utiliser des graisses. Et bah, s'il utilise plus de graisse comme substrat, même si à basse intensité, tu l'as bien dit, on utilise de toute façon du glycogène, hein, même en marchant, eh ben, on va sauvegarder, si on veut bien, ce glycogène pour plus tard dans la course ou plus tard quand on doit faire un effort intense. Et c'est là que ce glycogène va nous permettre de mettre le turbo. Donc c'est comme ça que je le comprends. Et ensuite, tout ce qui est intensité moyenne, donc entre le premier et le deuxième seuil, entre 5 sur 10 et 7 sur 10 d'intensité, c'est ce qui va solliciter les réserves de glycogène le plus, et c'est ce qui va notamment faire que notre corps va nous permettre de les développer et de stocker plus de glycogène, en sachant qu'un athlète élite en endurance va pouvoir stocker une quantité de glycogène beaucoup plus importante que quelqu'un qui n'est pas entraîné. Donc voilà, on a vraiment ces deux facettes, si on veut, basse, moyenne intensité, qui vont toutes les deux contribuer à ces réserves de glycogène, chacune à leur manière. Ouais. Et je rebondis sur ce que tu disais là, quand tu dis l'oxydation lipidique n'est pas la finalité en soi. Beaucoup pensent que plus tu vas cramer du gras, en gros, plus tu vas être performant. Mais en fait, tu te rends compte quand tu analyses un peu le truc, tu vois, moi bah, je suis en train justement de faire un gros travail de recherche, là, notamment sur le régime cétogène dans les sports d'endurance. Je prépare une vidéo là-dessus. En fait, j'ai j'ai analysé toute la littérature et globalement, ce qu'on sait aujourd'hui en 2024, c'est que oui, certes, tu vas avoir une meilleure utilisation des lipides, mais ça se traduit pas toujours par un meilleur niveau de performance. Parce que bah, justement, tu vas être moins en mesure de maintenir des hauts niveaux d'intensité si tu es plus sur ta filière, enfin sur l'oxydation lipidique. Donc en fait, c'est pas toujours une finalité. Tu vas être plus économe, si on peut dire ça comme ça, je sais pas si c'est le bon mot, mais finalement, tu vas pas forcément être plus performant. Et du coup, est-ce que l'objectif, c'est de dire que tu oxydes mieux les lipides parce que ça fait beau, ou est-ce que c'est d'être meilleur dans ta discipline? Voilà, question philosophique, mais moi j'ai la réponse en tout cas. Ouais, exactement. Est-ce qu'on a raté quelque chose sur le glycogène ou est-ce on a bien fait le tour à ton avis?
Non, non, je pense qu'on a bien fait le tour. Je réfléchis. Ouais, donc l'importance aussi de l'alimentation pendant l'effort, c'est Hmm. déjà d'optimiser la récupération en préservant le glycogène. Et ça, c'est d'autant plus important lorsque tu t'entraînes énormément et que tu enchaînes les entraînements. C'est ce que je disais tout à l'heure, la resynthèse du glycogène, elle est très longue. Donc voilà, un athlète qui va s'entraîner 15 heures par semaine, voire parfois en double entraînement, et qui va enchaîner les entraînements notamment à haute intensité, il faudra faire attention à ça. Donc sur l'aspect pendant, et puis après aussi. Voilà, ce qui va conditionner la resynthèse du glycogène, ça va être trois choses. Par rapport à la disponibilité en glucides, ça va être la quantité de glucides que tu vas ingérer, la nature des glucides, plutôt des glucides à index glycémique élevé, et le timing nutritionnel. En gros, consommer rapidement après l'effort des glucides à index glycémique élevé. Contrairement aux protéines où on est un peu plus cool sur le timing, les glucides, bah, finalement, plus tu vas consommer des glucides tôt, plus tu vas resynthétiser ton glycogène. Donc voilà. Faites gaffe à votre glycogène, préservez-le parce que c'est votre vecteur de performance nutritionnelle principal, je dirais. Ouais, absolument. Et petit clin d'œil à Vincent Foulonneau qui ne pratiquait pas l'alimentation intra-séance jusqu'à l'été dernier. Et suite à une conversation que j'ai eue avec lui, il a commencé à le mettre en place. À savoir que Vincent s'entraînait entre 20 et 25 heures semaine avec beaucoup, beaucoup de travail d'endurance aussi. Et il m'a dit, sur les premières semaines, il m'a dit, Sean, je sais pas comment j'ai pas pu faire ça avant. J'ai l'impression d'avoir des super pouvoirs. C'est littéralement ce qu'il m'a dit et je pense vraiment que ce soit le cas quand on a des volumes aussi élevés. Parce qu'encore une fois, c'est pas juste sur cette séance-là, mais c'est la séance d'après, c'est la séance suivante, c'est toute ta semaine d'entraînement qui va être impactée. Donc j'encourage grandement tous les sportifs qui nous écoutent à ne pas limiter leur alimentation et au grand minimum manger assez pour ce dont ils ont besoin, voire un petit peu plus. On peut toujours enlever un petit peu, mais si tu n'as déjà pas assez au départ, ça va être très très compliqué. Ouais. Ouais. Et puis pour finir sur le glycogène, je dirais que c'est aussi un des facteurs de fatigue musculaire. Tu vois, lorsqu'on parle du mur du marathon, il y a quand même un facteur énergétique important, notamment Mhm. lié au glycogène, et puis souvent, la plupart du temps. Alors, ça peut être lié au fait que tu n'es pas du tout habitué à l'effort, et du coup, tu as une fatigue musculaire qui s'installe par rapport à ça, mais c'est aussi souvent lié au fait que bah, tu vides tes réserves en glycogène, donc il arrive un moment donné où tu n'arrives plus à maintenir les niveaux d'intensité que tu maintiens. Donc voilà, quand on parle du mur du marathon, mais finalement, ce mur du marathon-là, on peut l'étendre, c'est juste un mot qui finalement reflète juste une fatigue musculaire à un moment donné qui fait que tu n'arrives plus à maintenir ton effort comme tu aimerais le maintenir, quoi. Tu peux l'étendre à différentes disciplines et à différents moments dans l'effort, quoi. Mais c'est du coup un des facteurs de la fatigue musculaire. Ouais, une analogie que elle n'est pas encore parfaite, mais je pense qu'elle fonctionne à peu près. Faut se dire qu'on est comme une voiture hybride et on a un petit moteur électrique et on a un gros V8. Et ben, à un moment donné, quand tu n'as plus d'essence, tu es obligé de passer sur le petit moteur électrique. Et donc le glycogène et ce que tu vas pouvoir faire en termes de performance avec ton V8, ben, ça va être beaucoup plus important que ce que tu peux faire avec tes graisses uniquement. Et comme tu l'as bien dit, une fois que tu réduis assez tes réserves de glycogène, ton corps il va te dire ah nanana, tu peux plus accéder à ça parce que sinon ça va pas fonctionner. Donc solution backup, on va sur l'électrique, mais il s'avère que c'est un tout petit moteur électrique, ça avance à 2 à l'heure et donc tu es obligé de ralentir en fait, t'as pas vraiment le choix. C'est une bonne image, j'aime bien. Super, passons sur les lipides. Tu dis que tu es en train de bosser sur une vidéo là-dessus. Quelle est la place de manière globale des lipides dans une alimentation équilibrée pour un sportif? Globalement, semblable à la population générale d'un point de vue pourcentage de l'apport énergétique total, sauf pour les sportifs d'endurance ou les sports comme les sports de combat, les crossfitters, où en fait tu vas avoir une part plus importante des glucides et donc tu vas réduire un petit peu les lipides. En restant dans des quantités suffisantes quand même pour assurer une bonne synthèse hormonale notamment. Mais d'un point de vue énergétique à l'effort, t'as pas besoin de miser sur les lipides parce que voilà, on parlait du glycogène et notamment de l'utilisation des substrats, glucides, lipides. Tes réserves en lipides, même si tu as une masse grasse faible, elles sont suffisantes hein, pour assurer l'apport énergétique, même sur de très très longues durées. Il faudrait, je pense, marcher des jours pour les épuiser totalement. Tu vois, je donne souvent l'exemple, même un athlète qui va faire 70 kilos avec, je sais pas, une masse grasse à 10%, ce qui est quand même assez faible, bah, il a toujours 7 kilos de graisse. Contrairement aux réserves de glucides qui sont
en moyenne 400-500 grammes dans les muscles, 100-150 dans le foie et puis un petit peu dans le sang, quoi. Mais c'est nettement moins. Donc, ça va surtout être pour couvrir les fonctions de l'organisme, mais pas tant pour l'apport énergétique que tu vas apporter des lipides au quotidien, quoi. Est-ce que tu peux nous teaser deux, trois infos intéressantes que tu as trouvées pour ta vidéo sur les régimes cétogènes et des choses, des idées reçues peut-être sur la question? Ouais, je peux spoiler globalement ma conclusion, hein. Régime cétogène, en gros, oui, tu vas avoir des adaptations au niveau métabolique qui vont faire que quelqu'un qui va être céto-adapté au bout de quelques semaines va être en meilleure capacité d'utiliser ses lipides. Tu vois notamment au niveau du quotient respiratoire, lorsque c'est mesuré, tu as une meilleure oxydation des graisses. Cependant, ça ne se traduit pas par des améliorations sur les marqueurs de performance. Alors, le marqueur principal étant le VO2 max, c'est celui qui est le plus souvent mesuré, mais après, tu as des marqueurs secondaires, fréquence cardiaque maximale, RPE, PMA et compagnie. Et globalement, tu vois que le régime cétogène engendre une diminution des performances ou alors pas de changement dans les performances. En gros, entre le régime cétogène et, pardon, entre le groupe cétogène dans les études et puis le groupe, en gros, haut en glucides, tu vas avoir soit les deux groupes qui vont progresser de la même manière, soit juste le groupe glucides. Tu as des résultats aussi qui sont très hétérogènes, ce qui montre qu'en fait, tu as des grosses disparités dans comment vont réagir les athlètes. Certains athlètes vont très bien réagir et vont avoir une amélioration de leur performance et d'autres vont moins bien réagir. Maintenant, est-ce que avec un régime glucidique, ils auraient aussi une amélioration des performances? Ça, c'est la question. Et puis, globalement, les protocoles d'études qui sont menés, alors tu as une étude, je crois, qui a été menée sur une moyenne de 9 à 36 mois, mais qui n'a pas évalué les facteurs de performance, qui a évalué juste l'oxydation des substrats et Mhm. qui ont montré donc qu'il y avait une amélioration au niveau de l'utilisation des substrats. Par contre, les autres études, c'était genre 3 semaines, 31 jours, 4 à 6 semaines. Donc, c'est assez long pour être céto-adapté, en gros. Est-ce que c'est assez long pour vraiment avoir des vraies répercussions d'un point de vue performance? Ça, je sais pas. Maintenant, une des conclusions de mon truc, ce sera que quand même, c'est très contraignant à tenir, le régime cétogène. Donc forcément, d'un point de vue social, d'un point de vue quotidien, faut tenir vraiment faut avoir une certaine rigueur par rapport à ça, parce qu'en fait, le moindre écart, tu pètes tes adaptations qui te mettent en cétose, en fait, hein. Et c'est le but du régime cétogène. Et puis, autre chose, je trouve que d'un point de vue expérimental, c'est très dur de demander à un athlète de haut niveau, parce que le but, c'est vraiment de voir si d'un point de vue performance, ça aide. Donc, tu vas prendre des athlètes de haut niveau, hein, dans les protocoles d'études, c'est sur des athlètes de haut niveau. Moi, je trouve ça dur de demander à un athlète de haut niveau pendant un an de changer son régime alimentaire pour passer sur un régime cétogène contrôlé, parce que un athlète de haut niveau, il n'a pas une saison à potentiellement perdre pour ça. Tu vois, c'est un peu la même problématique qu'on a, par exemple, avec l'alcool. Aujourd'hui, on a peu d'études sur le sportif, mais parce qu'en fait, d'un point de vue éthique, c'est très compliqué de mener des études sur le sportif pour savoir si l'alcool serait problématique. On part du principe que oui, l'alcool est problématique. Mais, euh, mais voilà, c'est les quelques données qu'on a. Mais cependant, ce qu'on peut conclure de la littérature scientifique aujourd'hui, c'est quand même que le régime cétogène ne semble pas améliorer les performances en endurance et il y a un engouement qui n'est pas justifié par rapport à ça. Euh, à voir dans les prochaines années. Moi, je mets toujours voilà, je fais toujours une petite aparté là-dessus en disant qu'on verra dans les prochaines années, mais honnêtement, je pense pas qu'on va avoir des évolutions là-dessus. Je me trompe peut-être, mais je pense que le régime glucidique restera la meilleure solution d'un point de vue performance. J'ai vu passer récemment des compléments de type des cétones exogènes, des choses comme ça. Ouais, Euh, t'as plusieurs marques de nutrition sportive qui font des compléments lipidiques ou à base de cétones. ouais, Ils se basent sur ça. En fait, ils se basent sur le fait enfin, leur logique, c'est que sur des efforts de longue durée, tu utilises plus de lipides, donc il faut que tu apportes des lipides. Mais bon, si les gens ont bien suivi jusqu'ici, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce serait trop simple, quoi. ok. Euh, et puis aussi, il y a un truc dont il faut parler, c'est que un régime haut en lipides, pour le régime cétogène, on parle de 70 à 80% de l'apport énergétique total apporté par les lipides, alors que globalement, on va plutôt pardon, être autour de 30. Et un régime riche en lipides, je suis désolée, mais ça augmente quand même pas mal le risque de troubles digestifs, quoi. On sait que les lipides diminuent la vidange gastrique, accélèrent le transit, donc
globalement, pour le sportif, c'est pas super, quoi. D'autant plus qu'à côté, tu te prives quand même de fruits, de légumes, donc, enfin, de légumineuses, de céréales, donc de fibres alimentaires. Donc, d'un point de vue euh, équilibre digestif, faudrait voir sur le long terme ce que ça donne. Je suis pas convaincue. Mais voilà, il y a l'aspect digestif aussi qui est pas ouf, quoi, quand on consomme que des lipides. Ouais, non, absolument. Merci pour ce petit tour d'horizon sur ce plan-là. Le tour ne serait pas complet si on ne parlait pas un petit peu des protéines quand même. On a vu hein, pour le sportif, les sucres, les glucides sont vraiment une pièce maîtresse, une pièce centrale au niveau de l'alimentation, pour notamment soutenir le volume et l'intensité de l'entraînement. Les lipides pour les fonctions hormonales et cognitives. Les protéines, où est-ce que ça tombe dans tout ça et quelles seraient des recommandations globales qu'on peut donner pour des sportifs? Bah, les protéines, si on veut faire simple, on peut dire que c'est le seul macronutriment sans lequel on peut vivre, hein, parce qu'en soi, on peut vivre sans lipides et sans glucides sur le court moyen terme. Les protéines, c'est plus compliqué, parce que tu en dégrades tout le temps. Donc, si tu n'en apportes pas, c'est compliqué. Euh, Protéines, globalement, bah, forcément, alors pour tout le monde, tu vas avoir un rôle dans le système immunitaire, dans le maintien des protéines corporelles, dans la satiété aussi. Les protéines sont très satiétogènes, donc à ce niveau-là, ça aide. Et puis pour le sportif, bah, en fait, tu vas avoir des pertes plus importantes en protéines. Et même chez les sportifs d'endurance, on a souvent l'idée que les protéines, tu dois les augmenter chez de l'athlète. Tu vois, en musculation, en crossfit et dans tous les sports où tu vas chercher à développer ta masse musculaire, mais en fait, chez l'athlète d'endurance, tu as quand même des besoins qui sont non négligeables. On parle de 1,2 à 1,7 grammes par queue de poids de corps par rapport à la population générale où les recommandations actuelles sont à 0,83. Ça fait quand même une belle différence. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû bah, déjà à l'utilisation des acides aminés à des fins énergétiques, notamment sur les efforts de longue durée, bah, tu vas oxyder des acides aminés pour la fourniture énergétique, notamment lorsque ton glycogène est dégradé. Plus ton glycogène est dégradé, plus l'oxydation de la leucine augmente. Ça, on le voit dans les études. D'où, voilà, petit point supplémentaire qui fait que tu dois maintenir tes réserves en glycogène pour éviter d'avoir une plus grande déplétion protéique. Donc, tu as une augmentation de l'oxydation des acides aminés. Et puis, il y a aussi les micro-lésions musculaires qui vont engendrer enfin, une dégradation des protéines. Euh, donc, pour tout ça, les besoins du sportif sont plus importants. Donc, voilà, pour les sportifs d'endurance, on va être à 1,2, 1,7, plus ou moins haut dans la fourchette en fonction du régime alimentaire et du volume d'entraînement. Et puis après, pour l'athlète de force, ça dépend. Ça dépend si tu es en maintien, si tu es en développement de la masse musculaire. Aujourd'hui, je dirais que 1,4, 1,8, c'est une bonne moyenne. Il semblerait qu'au-dessus d'1,6, bah, tu puisses toujours prendre en masse musculaire, mais ce soit accompagné de prise de masse grasse. Donc 1,6, ça semble être le bon ratio si tu veux prendre en masse sèche, je dirais. Et puis après, en soi, tu peux monter hein, au niveau protéines, t'as pas de risque lié à un excès de protéines chez quelqu'un qui va être en bonne santé. Juste, ça va être inutile. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas forcément justifié d'augmenter l'apport au-dessus de 2,5. Et encore 2,5, ça va être chez le sportif qui est vraiment entraîné en musculation notamment. Mais après, c'est des adaptations à faire. Tu vois, un athlète qui va débuter, par exemple, en musculation, je suis sûre que même en ne bougeant pas les protéines, il va prendre en masse musculaire. Parce que forcément, il va s'entraîner en résistance, donc tu vas avoir une prise de masse musculaire. Et puis, dès lors que tu vas être entraîné avec un body fat un peu plus bas, tu peux augmenter l'apport protéique, quoi. Ouais, et pour ceux et celles qui veulent un exemple tout en haut de la fourchette de possibilités, écoutez le podcast que j'ai fait récemment avec Vincent Foulonneau qui, comme j'ai dit, s'entraînait 20 à 25 heures semaine, qui est un beau bébé qui fait 100, 102, 105 kilos. Et avec tout ce qu'il faisait, eh ben, il est monté jusqu'à 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ça semble incroyable de monter à 300 grammes de protéines sur la journée, mais il a dit que ça a fait un monde de différence dans sa récup et dans ses entraînements et ses performances. Donc voilà, après, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne fait pas ce genre d'entraînement et ce volume, mais c'est dire qu'il y a de la marge et que, comme tu l'as dit, au niveau santé, il y a pas vraiment de risque. Donc faut pas avoir peur de la protéine, c'est ton allié plus qu'autre chose. Quels sont pour toi les points de vue que tu as changé le plus depuis que tu as commencé en tant que diététicienne du sport?
Euh, j'ai des choses qui évoluent de plus en plus, hein, tu vois, avec le temps, je dirais que j'améliore aussi ma vision scientifique, que j'apprends aussi à mieux lire la littérature. Donc, il y a des choses forcément qui ont changé. Récemment, par exemple, il y a quelques mois, j'ai changé d'avis sur le collagène, tu vois. Le collagène qui était un complément que je pouvais conseiller. Aujourd'hui, en creusant, tu te rends compte que finalement, c'est infondé, l'euphorie autour du collagène. Parce que le collagène, déjà, c'est une protéine que tu peux pas assimiler en tant que telle. Donc, tu vas consommer des peptides de collagène. Donc, globalement, tu vas assimiler des acides aminés. Rien ne te dit que dans l'organisme que ça va aller là où tu as besoin, enfin, là où tu veux que ça aille, ça va plutôt aller là où tu as besoin. Et puis, globalement, tu vois que sur les études qui montrent des résultats positifs au niveau de la complémentation en collagène, par exemple, tu vois, sur la fonction du tendon, par exemple, si on parle du sportif, bah, tu as soit des disparités au niveau de l'apport en protéines. En gros, l'apport en collagène, enfin, la complémentation en collagène a apporté un plus grand apport en protéines, ou alors tu as un ajout de vitamine C, et on sait que la vitamine C aide à la synthèse de collagène. Donc, tu vois, j'ai changé d'avis par rapport à ça. Globalement, sur quoi j'ai changé d'avis? J'ai pas changé d'avis sur grand-chose parce que j'avais quand même des connaissances. Enfin, avant d'affirmer quelque chose, je suis quand même assez sûre de ce que j'affirme. Mais je dirais que peut-être peaufine ma vision par rapport au terrain, tu vois. Je vois d'un point de vue théorique, que c'est parfois compliqué à mettre en place d'un point de vue terrain, tu vois. Donc c'est plutôt sur ça, avec l'expérience que j'ai acquise au fur et à mesure de l'accompagnement des athlètes que j'ai pu avoir, quoi. Pour terminer sur les questions nutrition, j'avais deux questions qui sont revenues sur Insta. Il y a Benjamin qui demande quel est le rôle du fer et les conséquences de sa carence chez le sportif. Ouais, alors rôle du fer, il y en a plein, hein. Le fer va aider notamment dans le transport de l'oxygène, il va rentrer dans la composition de l'hémoglobine et de la myoglobine notamment, il va aider au niveau du système immunitaire, au niveau de la lutte contre le stress oxydatif, au niveau de la synthèse des protéines, d'ADN, d'ARN. Je pense que ça fait déjà pas mal de rôles. Et puis, bah, sa carence chez le sportif, ça peut engendrer une fatigue plus importante parce que tu vas moins bien transporter l'oxygène notamment. Ça va s'accompagner par une baisse des performances, tu vas moins bien ventiler, tu vas moins bien dormir aussi. La lutte contre le stress oxydatif sera moins efficace également. Maintenant, le fer, chose importante à noter, c'est que même si c'est un minéral qui est très important pour le sportif, il ne faut pas se supplémenter à l'aveugle parce que le fer en excès peut être toxique. Il n'est pas éliminé, l'excès, donc on ne se supplémente pas à l'arrache parce qu'en fait, ça peut s'accumuler dans les différents tissus et les organes et ça peut être néfaste et toxique. Donc voilà pour le fer. Et puis après, la forme de fer aussi à choisir parce que souvent, on va te conseiller un oxyde de fer alors que c'est pas forcément celui qui est le mieux toléré et assimilé sur le plan digestif, quoi. Super. On a Emeline qui demande ensuite comment couvrir les besoins importants d'un sport avec un appétit faible, entre guillemets. Ouais, et en fait, en faisant l'inverse de ce qu'on va conseiller à quelqu'un qui veut perdre du poids. Quelqu'un qui veut perdre du poids, on va lui dire d'avoir un gros volume alimentaire et avec une faible densité calorique. Là, ça va être l'inverse. Quelqu'un qui a pas trop faim, on va plutôt être dans une faible, un faible volume alimentaire et une grosse densité calorique. Donc, en fait, choisir des aliments qui, en gros, apportent beaucoup d'énergie pour peu de place, en fait. Et pourquoi pas consommer plus de liquide. Tu vois, typiquement, la ration de récupération, ça peut très bien être un smoothie plutôt qu'un truc solide qui sera plus facile à consommer puisque ce sera liquide, quoi. Avant de passer à la partie suivante du podcast, ma question pour toi, quel est ton plus grand coup de gueule à l'heure actuelle sur la nutrition? Attends, je réfléchis pendant 5 secondes là. Euh, Ouais, alors, comment l'expliquer simplement? Je pense que mon plus gros coup de gueule du moment, et c'est là où je suis un petit peu pessimiste quand même parce que je pense pas que ça évoluera vers le mieux, euh, ce qui me saoule, c'est que... Attends, comment l'expliquer? Quelqu'un qui va argumenter avec de vrais arguments robustes et scientifiques, on va le démonter, alors que la personne qui va avancer des arguments séduisants qui te plaisent, et on va lui donner raison. Tu vois, ça c'est un truc qui me saoule sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu vois, avec toutes les connaissances que j'apporte, je trouve que les gens devraient être contents qu'on leur apporte autant de connaissances sourcées et vérifiées et vraies plutôt que de gens qui, enfin, plutôt que d'aller
plutôt écouter les gens qui te vendent du rêve sur les réseaux sociaux et qui te disent ce que tu veux bien entendre. Pour moi, ça, c'est un vrai problème. Tu vois, je repense au collagène. Je me suis fait détruire par rapport au collagène. On m'a même reproché de ne pas être un bon professionnel parce que je revenais sur mon avis en mode, tu aurais dû te renseigner avant de conseiller le collagène. C'est pas bien ce que tu as fait. Gna, 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 gna. De toute façon, tu changeras encore d'avis puisque tu es une meuf qui change d'avis. Bon, je pense qu'on connaît tous l'expression, il y a que les cons qui se remettent pas en question. Euh, mais ouais, par rapport à ça, justement, moi, je me suis fait détruire par rapport à ça, alors que je trouve que les gens devraient être contents d'économiser leur sous, tu vois, de se dire, bon, bah, trop bien, il y a un truc qui n'est pas forcément utile aujourd'hui, bah, du coup, je vais pouvoir économiser un peu d'argent. Mais le problème, c'est que, après, c'est un autre problème d'ordre plutôt sociologique et philosophique. Je pense que les gens aiment pas trop être dérangés dans leurs croyances, tu vois, ça les dérange. Donc ça, c'est un truc que en ce moment, c'est un gros sujet là, sur mes réseaux. J'apprends à m'en foutre un petit peu. En fait, je me suis rendu compte que plus j'avais d'abonnés, plus j'avais de visibilité et plus ça, j'y étais confrontée aussi. Et puis les gens sont d'une violence sur les réseaux. C'est un truc de fou. Moi, j'ai aucun problème à échanger, même avec quelqu'un qui va être pas d'accord avec moi. J'adore ça, justement. Peut-être qu'il peut m'apporter des choses que j'ai pas, tu vois. J'ai un vrai problème avec les gens qui aboient et qui veulent pas discuter, qui veulent juste te dire que eux, ils ont raison et toi, tu as tort sur le seul fondement que eux ont raison et toi tu as tort. Voilà. Ouais, c'est malheureux, hein, et c'est cette anonymité qu'on a quand on est en ligne qui, à mon avis, permet de faire ça parce que la majorité des gens qui te parlent de cette manière en ligne, s'ils étaient devant toi, ils n'auraient jamais les couilles de le faire Ah, mais parce clairement. qu'il y a cette décence humaine qu'on a quand on est autour de gens. Malheureusement, le digital enlève cette connexion et fait que les gens ils peuvent dire tout et n'importe quoi sans que ça leur coûte beaucoup. Ça, c'est clairement un désavantage du digital et des réseaux sociaux. Je trouve quand même incroyable qu'on arrive à te dire que tu n'es pas une bonne professionnelle parce que tu reviens sur ce que tu as dit. À mon avis, ce serait Oui, le contraire. C'est que si tu es assez ouverte pour dire que tu avais tort ou que tu pensais autrement et que maintenant tu as changé d'avis, à mon avis, ça montre une force dans le sens où il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et le fait de faire évoluer ses connaissances, c'est un des fondements de l'éducation, même pour les éducateurs ou ceux qui communiquent ces informations. ouais, carrément. Et puis, en fait, moi, j'estime pas du tout avoir la science infuse, pas du tout. Et celui qui affirme ça, c'est pas vrai. Voilà. Donc, forcément, il y a des choses que je vais découvrir, que je vais apprendre. Peut-être des choses sur lesquelles je vais revenir, soit parce que j'avais mal compris, soit parce que la science évolue. Mais oui, aujourd'hui, les gens préfèrent quelqu'un qui va affirmer, qui va tenir sa position coûte que coûte, même s'il sait qu'il a tort plutôt quelqu'un qui va se remettre en question, quoi. Et les gens aiment pas qu'on pète leurs croyances. Je pense que c'est une réaction logique de l'humain, d'où le fait que bah faut faire attention à comment tu abordes la chose aussi sur les réseaux sociaux. Moi, je fais très attention à pas prendre les gens pour des cons, tu vois, en mode moi je le sais et toi tu sais pas. C'est pas du tout comme ça que je vais faire passer le message. C'est plutôt voilà rentrer dans un débat constructif puis aider les gens à, à évoluer et puis à apprendre et à revoir des choses qu'ils avaient peut-être pas forcément bien interprétées, quoi. Et pour les feignants et les feignasses qui veulent des réponses toutes faites, allez écouter 5 avis différents et ensuite faites-vous votre propre avis. C'est la meilleure manière d'apprendre. Donc toutes les choses sont bonnes à prendre, même si elles ne vont pas dans le sens de ce que vous pensez. C'est comme ça que vous pourrez mieux définir vos arguments, vos positions et renforcer vos informations. Pour terminer, je voulais te parler un petit peu de quelque chose que tu as mentionné au début. Tu te considères comme étant une créatrice de contenu. Pourquoi est-ce que tu utilises ce terme? Ça m'intéresse beaucoup parce que je tombe dans le même créneau. Pourquoi est-ce que tu utilises ce terme et qu'est-ce que tu considères étant une créatrice de contenu? C'est marrant, il y a 3 jours, on m'a dit, il y a quelqu'un qui faisait de l'aviron avec moi qui m'a dit, ah, je savais pas que tu étais devenue influenceuse. Donc, j'utilise ce terme de créateur de contenu parce que pour moi, le terme influenceur est un peu connoté négativement, tu vois. Quand tu penses à influenceur, tu penses aux mecs qui sont à Dubaï, là. Euh, Créateur de contenu parce que bah, je trouve que je crée sur les réseaux, j'apporte une valeur ajoutée aux réseaux sociaux et puis à mon travail. Et puis je crée du contenu sur la science, sur la nutrition. Euh, je trouve que c'est un terme qui est approprié finalement et qui définit mieux le mieux la chose, quoi. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Je sais pas comment on pourrait le définir mieux finalement sur ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. On fait de l'éducation, on fait de la prévention, on fait de la formation.
Mais finalement, quel serait le statut qu'on pourrait nous donner? Je trouve que créateur de contenu, nutrition, sport, science, voilà, ça, ce serait ce qui colle le mieux, quoi. Non, je trouve que ça colle assez bien parce que tous les autres termes que tu as pu mentionner, comme tu as dit, il y en a qui sont soit mal connotés, soit qui sont peut-être pas les meilleurs termes à utiliser quand on s'auto-qualifie de quelque chose. Mais clairement, quand tu dis je crée du contenu, tu peux pas te tromper et il y a aucun. euh, voilà, il y a rien de mauvais dedans. À mon avis, c'est que du positif, hein. Tu transmets, tu synthétises, tu rends l'information accessible. Dans ce processus de création, qu'est-ce qui t'attire le plus, toi? Quelle phase ou quelle partie de la création de contenu te plaît le plus? La diffusion, je pense, même si j'aime beaucoup la préparation de ça, moi, ça me permet aussi bah, d'apprendre, tu vois, j'aime beaucoup. Maintenant, pourquoi je suis sur les réseaux sociaux à la base? Je suis pas sur les réseaux sociaux pour raconter ma vie et parler de moi. Je suis sur les réseaux sociaux pour aider les gens. Alors bien sûr, je raconte ma vie et je parle de moi parce que c'est mon compte maintenant et que je suis suivie pour ça aussi. Mais c'est plus pour euh, diffuser l'information à un maximum de monde. Tu vois, je me suis très vite rendu compte que faire des consultations ponctuelles avec en face-to-face, bah, tu diffusais pas l'information aussi facilement. Aujourd'hui, je suis suivie par plus en plus de personnes. Pour moi, c'est une occasion de transmettre mes connaissances. Les connaissances que j'acquiers dans ma vie de tous les jours, je veux pas les garder pour moi. Tu vois, pour moi, c'est au tout début de ce podcast, on parlait de moi qui réfléchissais à quel était le sens de ma vie. Aujourd'hui, je pense que je l'ai un peu trouvé. Et je dirais que ce serait d'aider les gens dans leur nutrition et d'aider les gens à mieux comprendre et apprendre ce qui se passe au niveau physiologique, au niveau métabolique et quoi appliquer pour être meilleur dans leur pratique sportive. Et finalement, la finalité du truc et pourquoi je fais tout ça, c'est pour aider à mon niveau et en fonction de ce que je peux faire à faire progresser le sport. Voilà, ça c'est le but de mon métier aujourd'hui. Je veux faire progresser le sport grâce à la nutrition. Donc les réseaux sociaux, pour moi, c'est un super moyen pour pouvoir offrir mes connaissances gratuitement pour tout le monde, à qui veut bien les recevoir, bien sûr, et les entendre. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais voilà pourquoi je suis dessus et puis ce qui me fait plaisir et la partie que j'aime le plus, c'est quand les gens reçoivent. Quelle est la partie que tu aimes le moins dans la création de contenu? Euh, J'avoue que j'aime bien quand même le jeu d'Instagram, le jeu de la création de contenu. Peut-être la partie que j'aime le moins, c'est les retours ingrats que je peux avoir, tu vois. Mais d'un autre côté, ça fait partie du jeu. Je peux pas avoir que des gens contents et plein de gratitude. Je suis obligée d'avoir des gens haineux. Donc, euh, donc c'est la partie que j'aime le moins, mais qui me dérange pas trop parce que ça fait partie du truc, quoi. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des professionnels en nutrition qui souhaitent plus ou mieux communiquer sur les réseaux? Bah, travailler beaucoup là-dessus, c'est pas juste, je pense, poster un truc de temps en temps, sinon ta visibilité sera moindre. Aujourd'hui, le truc, c'est voilà, c'est un autre truc qui peut peut-être être un peu contraignant sur les réseaux, c'est ça, c'est que si tu veux être mis en avant, il faut produire, 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 produire. Et finalement, aujourd'hui, la quantité prime sur la qualité, ça, c'est un problème. Euh, je dirais que pour quelqu'un qui veut bah, se faire connaître sur les réseaux sociaux, peut-être bosser l'aspect communication, marketing, savoir comment, plus communication que marketing pour le coup, parce que ça c'est autre chose, mais plus communication, savoir comment construire ton contenu. Ça aussi, j'ai amélioré ça au fur et à mesure, ne serait-ce que sur les phrases d'accroche, sur la qualité du montage, etc. Tout ça, c'est des trucs qui sont importants si tu veux être vu et donc que ton contenu fonctionne. Ouais, T'es c'est ça. dépendant de ça, hein, clairement. Tout comme le sport où il faut t'entraîner pour devenir meilleur, ben, il faut pratiquer la création de contenu pour améliorer la qualité de ton contenu, pour améliorer l'atteinte que tu vas avoir et au final, comme tu l'as dit, pour aider le plus de monde possible. Clairement. Et puis je rajouterais aussi qu'il y a de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, bien sûr, il y a plein de gens sur les réseaux sociaux, mais tu vois, c'est comme dans la nutrition. Je fais un peu l'analogie avec ça. Tu as beaucoup de diètes qui se font la guerre, alors que moi, je trouve que c'est complètement con de faire ça. Tu vois, en mode, putain, elle a plus d'abonnés que moi, elle a plus de patients que moi. Non, je veux garder les patients pour moi. Pour moi, c'est stupide parce qu'en fait, il y a tellement de gens à aider qu'on serait même pas assez de professionnels de santé et du sport, je pense, pour aider les gens. Donc plutôt que de se tirer dans les pattes, je pense on devrait tous travailler
travailler ensemble, parce que si à la base on fait ce métier, c'est quand même pour aider les gens, quoi. Donc, si on leur bloque l'information ou qu'on leur bloque la prise en charge, ça va pas du tout les aider. Et celui qui prétend pouvoir aider tout le monde, bah, il se trompe totalement. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, ne serait-ce que dans les métiers voilà, de la nutrition ou du sport, du coaching, etc. Et puis sur les réseaux aussi. Je pense que c'est pas parce qu'il y a plein de comptes qui fonctionnent et qu'il y a déjà plein de comptes qui existent qu'on peut pas réussir. Ouais, j'ai le même discours et je pense que c'est un très bon point pour terminer ce podcast. Il y a la place pour tout le monde. Donc venez communiquer ouvertement, soyez bienveillants et tout se passera pour le mieux avec beaucoup de travail et un petit peu de patience aussi. Nouchka, quels sont tes projets ces prochains mois où on peut t'attendre, que ce soit des courses, des événements ou d'autres? Alors, d'un point de vue sportif, mon gros objectif, c'est cet été, le 5 juillet, je prépare un ultra trail, c'est le trail de Verbier-Saint-Bernard. C'est 140 km et 9300 de dénivelé positif. Donc ça, c'est mon gros objectif. Je travaille dur pour ça tous les jours. Et d'un point de vue professionnel, là, je suis en train de travailler sur une formation pour les sportifs d'endurance, justement pour qu'ils puissent s'auto-former avec mes connaissances et puis être en mesure de s'auto-gérer sur la nutrition. Donc ça, c'est mon projet de cette année. Et potentiellement, peut-être que j'ose dire que je travaille sur un bouquin, mais voilà, c'est pas officiel, donc je le dis en off sur ce podcast. En off, personne ne le saura. Ce sera notre petit secret. Voilà. Nouchka, merci d'avoir pris le temps pour ce podcast. C'était un plaisir d'apprendre à te connaître, d'échanger avec toi et encore une fois, merci pour tout le travail que tu fais. Et ben merci à toi pour l'invitation, c'était un super échange et puis je te dis à bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux soutenir le podcast, je te propose deux options. Un, tu peux nous laisser un témoignage 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et la deuxième option, tu peux partager cet épisode sur tes réseaux sociaux ou simplement à un ami. Merci d'avance pour ton soutien et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.